Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 101% aujourd'hui dans l'émission Nochan, Otto et la critique du jeu Steel Bastard Deluxe. Je l'ai mal dit sûrement. Mais on commence avec les news. Street Fighter Cross Megaman a eu l'effet escompté à sa sortie le mois dernier. Un joli cadeau fait par un fan pour les fans. Le jeu a fait office de cadeau de Noël et de cadeau d'anniversaire pour les 25 ans des deux séries. Voilà ce que c'est que d'être né en fin d'année. Le résultat était un petit plaisir gratuit. Le joueur était donc enclin à une certaine indulgence et pouvait passer outre les quelques défauts du titre. On pense à sa difficulté corsée, l'absence de sauvegarde et des problèmes à reconnaître certains pads. Un peu plus d'un mois après sa sortie, le fangame distribué par Capcom s'offre une mise à jour qui règle ces problèmes avec l'arrivée d'un système de password à l'ancienne, fort bienvenu. Et en plus, le roster s'enrichit d'un nouveau personnage caché, dont l'identité secrète est aussi bien cachée que celle de Clark Kent pour peu qu'on connaisse même vaguement la série. Mad Dog McCree est un jeu qui a marqué les esprits pour ceux qui ont cramé leur peu d'argent de poche dans les années 90 sur les bornes d'arcade des fêtes foraines. Ce western interactif permettait de dégommer du hors-la-loi et de se prendre pour la plus fine gâchette du coin. Le jeu avait su jouir des faveurs du support Laserdisc qui faisait briller les yeux des joueurs à l'époque. Après une ressortie en octobre 2012 sur l'eShop de la 3DS, c'est au tour du PSN américain d'accueillir le western Kitsch à souhait, développé à l'origine par American Laser Games. Le titre titille un brin la fibre nostalgique de certains, mais ne fait plus guère rêver par son jeu d'acteur ou ses prouesses technologiques. Et ce n'est pas la compatibilité PS Move ou le système de jeu en coop jusqu'à 4 qui devrait peser lourd dans la balance. À voir combien sera vendu le jeu pour les Django en herbe si celui-ci débarque de par chez nous, ce qui n'est pas assuré pour l'instant. Présenté depuis un moment, Yokai Watch continue tranquillement son bonhomme de chemin. Le titre cross-média de Level 5 fait parler un peu de lui avec une nouvelle vidéo de gameplay, sans donner pour autant plus de précision quant à une éventuelle date de sortie. Le jeu semble donc être un mélange entre un Dragon Quest et un Pokémon, sauf que les alliés que l'on va récolter durant le jeu sont des yokai, les fantômes et esprits du folklore japonais. Durant les combats, grâce à un système de roulettes activable sur l'écran inférieur de la 3DS, il sera possible de changer de combattant pour un maximum d'efficacité. Le titre s'annonce décidément très enfantin, mais pas forcément dépourvu de charme. À voir quand il sortira courant 2013. J'ai lu une très bonne bande dessinée qui s'appelle Liverpool. Il y a un jeu de mots. Je vous laisse réfléchir. Ça parle des Beatles. Liverpool. Je suis sûr que vous l'avez. Voilà. Donc, c'est l'histoire, pas tout à fait vraie, mais presque, un peu romancée, du premier... Mais attention, vous savez tous qu'il y a eu un 5e Beatles et qu'il a arrêté, tout le monde est au courant qu'il y avait le 5e Beatles. Mais là, il parle du premier manager des Beatles. Le mec qui a fait faire les premiers concerts des Beatles et qui, à un moment ou un autre, s'est fait un peu enfler. Et sa carrière, personne ne le connaît. Et en fait, l'histoire commence devant... des gens sont devant un magasin où il y a plein de choses sur les Beatles. Et c'est là où ils ont commencé, les Beatles. Maintenant, c'est devenu une sorte de lieu, de musée, quoi. Et regarde, et là, il y a un gars, un vieux, un peu alcoolo, qui s'approche d'eux, qui fait « Hey, j'étais le manager des Beatles pour 5 livres, je vous en parle !» Et les mecs l'envoient chier. Et ils se rendent compte, en lisant un bouquin à l'intérieur, que c'était vraiment, en photo, le type. Et il le rattrape, et il lui paye des bières. Et en échange de bières, le mec raconte le début des Beatles. Et donc on se rend compte que le 5e Beatles, celui qu'on ne connaît pas, était le meilleur pote de Lennon, en fait. Et qu'il a arrêté pour devenir artiste peintre. Vous avez entendu parler de ses œuvres. Voilà. Et il est mort très jeune d'ailleurs, donc il aurait quitté les Beatles très très tôt. Si vous aimez les Beatles, et même si vous avez envie d'en savoir juste un peu plus sur comment se monte un groupe de rock, allez-y, Liverpool c'est vachement bien et on regarde Nochan. Salut les otaques, c'est Nochan. Ah les garçons, je vous jure, vous avez vu Nochan la semaine dernière? Un petit fanart et hop, il était tout troublé. Pour un peu, il va se prendre pour une star et nous faire des caprices, non mais sérieux. Genre, je veux ce Docteur Maboule version Megaman, enfin Gutsman, là tout de suite. Mais ça se passe pas comme ça mon petit père, hein. Non, la vie c'est dur. Parfois c'est vous qui gagnez le bar et parfois c'est le bar qui... Mais je m'égare là, je m'égare. La vie est dure aussi pour les idoles. Regardez Kasai Tomomi de AKB48, 21 ans. Elle devait sortir un photobook chez Kodansha qui aurait contenu son lot de jolies photos, parfois gentiment coquines et propres à émoustiller ce gros otaku de Nochan. La promo était sur le point de se lancer quand soudain,
peut-être un doute est venu effleurer les gens qui s'occupent du dit ouvrage. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée de mettre en couverture la jeune idole les bras levés, alors qu'un chérubin derrière elle cache de ses mains innocentes ces seins que l'on ne saurait voir? S'ils n'étaient pas sûrs de leur coup, ils ont eu une confirmation rapidement. Le 10 janvier, des flyers sont envoyés aux médias intéressés et l'image finit par filtrer sur le net. Et pour faire réagir, elle fait réagir, croyez-moi. Finalement, c'était peut-être pas super de faire toucher un jeune mineur la poitrine d'une jeune fille majeure. Finalement. Gros coup de stress, l'éditeur joue la précaution et stoppe la publication de la photo, demande à ses partenaires d'enlever la dite photo alors que les réservations s'envolent sur Amazon Japon. Oh, c'est surprenant. Le volume va être re-shooté à cause d'un contenu partiellement inapproprié et inconvenant pour le lecteur selon l'éditeur. La sortie reste à déterminer ultérieurement. Damage Control? Pas si sûr. En fait, le 12 janvier, le Young Magazine doit sortir avec dans ses pages une pub qui met en valeur la dite photo. Le magazine est imprimé et en partie déjà chez les distributeurs. Vous voyez la cata arriver? Tiré à 650 000 exemplaires en moyenne. C'est un gros titre pour Kodansha qui publie chaque semaine Initial D ou Inohead Gargoyle, la dernière série en date de Fujisawa Toru, l'auteur de GTO bien sûr. Imaginez la situation, l'éditeur donne un gros coup de frein à main et rappelle le magazine. Pas de Young Magazine cette semaine-là qui aurait dû être le numéro 7. Le numéro 8, prévu pour le 21 janvier 2013, a le même contenu au niveau des séries, sauf que tout est décalé d'une semaine. Montant de l'addition, publication, pub, distribution et tout, estimé à 300 millions de yens, ça fait environ 2,5 millions d'euros. Mais c'est énorme, mon dieu. C'est un sacré coup de frein, ça. J'aurais pas aimé être dans certains bureaux de Kodansha vers le 10 janvier. Après ça, si certains pensent encore que les histoires d'idoles, c'est pas à prendre au sérieux. Peut-être qu'à ce moment-là, certains auraient aimé avoir la DeLorean de Retour vers le futur ou le TARDIS du Docteur Who, voire même les deux. Ça ce serait carrément classe. Pour faire passer la pilule, il a dû falloir quelque chose de défoulant, je pense. Par exemple, un mode Iron Man pour tout faire péter dans GTA 4. Et puisqu'on parle d'Iron Man, c'est un thème qui a toujours la classe, quelle que soit la manière dont on le décline. Comme par exemple, vous allez voir, version cosplay de chat. Il est pas trop mignon ce chat dans son casque fait à partir d'un pamplemousse, hein? Et avec la visière qui se rabat, c'est la classe, je vous dis. Notchan reçoit peut-être des fanarts, lui, mais moi, de nombreux MP se demandent si je suis bien réelle. Qu'est-ce que j'aime, comment est ma chambre, et patati, patata, mon tour de poitrine. Vous êtes bien indiscret, je trouve. Mais déjà oui, je suis bien réelle, et oui messieurs, des filles geeks ça existe. Alors bougez-vous un peu les fesses pour aller les rencontrer. Enfin, moi j'ai ça, je dis rien. Par contre, pas certain que vous ayez envie de voir leur chambre. Si vous voulez avoir un avant-goût ou assouvir une certaine curiosité, bande de fripons, j'ai la solution. Vous pourrez toujours vous procurer le livre du photographe Kawamoto Shiori, Daraku Heya, un livre qui présente des chambres d'otaket. Le nom en japonais est tout un programme car il veut dire la chambre de la déchéance. Ah, la déchéance. Durant les 160 pages du recueil qui sortira sur l'archipel le 25 janvier, vous pourrez découvrir la chambre d'une cinquantaine de jeunes filles de profils divers. L'employé de bureau, l'aspirante idole, les fans de poney, oh c'est intéressant ça, etc. Je sais que ça vous laisse rêveur. Et c'est pour ça que je vais vous quitter ici pour cette semaine. À la prochaine les otaques. Ouais, le retour de Spirou avec une couverture brillante. Attention, ça sera uniquement ceux qui auront la première édition. Hein. Dès que ça va être réimprimé, il n'y aura plus la couverture brillante. Donc, allez-y, hein, si vous aimez Spirou et Fantasio et que vous aimez le collector. Donc, les suites des aventures de Spirou et Fantasio, écrites par Johan et Vellman. Enfin, écrites par Vellman et dessinées par Johan. J'ai beaucoup aimé cet album. Le précédent, j'étais moins à fond, parce que bon, Spirou se transforme en loup-garou. Et même si j'aime quand même quand les choses changent, j'avais pas... Je me disais quand même, en loup-garou, ça va un peu trop loin. C'est un peu quand Sonic devient loup-garou. On se dit, non. Et là, Vellman est super bien retombé sur ses pattes, puisque c'est la suite directe de l'album précédent. Mais dans cet album, il parle des aventures qu'il a eues dans le magazine Spirou, vu que Spirou s'occupe du magazine Spirou dans la BD. Et donc c'est une aventure qu'il a vécue, mais dans le magazine, en bande dessinée. Et là, on est dans la vraie vie. Et il joue sur le fait que peut-être il a été sur la Lune, mais en fait peut-être pas, peut-être que c'était une aventure dans la bande dessinée. Et l'aventure vient contrarier la réalité. C'est très compliqué comme ça, mais en tout cas c'est très malin. J'ai trouvé que s'en est bien tiré et qu'on a l'impression de lire vraiment une aventure de Tom et Jean-Ry.
Ils ont réussi à retrouver ce rythme-là des aventures de Tom et Jean-Ry, et c'est juste trop bien. Et à un moment, à la fin, dans un ascenseur, il y a deux messmakers qui est sûrement venu signer un contrat chez Spirou, et j'ai trouvé ça génial, voilà. Et il est juste sur une case, mais j'ai trouvé ça génial. On regarde Otto. Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto qui vraiment démarre sur les chapeaux de roue en ce début d'année 2013. Un super contenu dans cette émission, les topics avec plein d'infos et de jolies images, le tie-up du mois avec un super générique, le pick-up spécial, oui spécial car en fait ce sera sur un album et non sur un clip, l'annonce des nouveautés, mais on va commencer avec les releases. Yahoo! On commence les releases avec l'édition spéciale de Calafina sortie le 9 janvier. Ce coffret très élégant se compose des 3 albums du groupe déjà sortis au Japon et de 5 cartes collector. Depuis le 9 janvier, vous pouvez vous procurer la bande originale du voyage de Chihiro dans tous les points de vente habituels. Comme je vous l'avais dit il y a 2 semaines, l'album de Mook sort dans les bacs. Shangri-La se compose de 2 CD, le premier l'album normal et le deuxième est le CD live de leur concert au Sendai Lensa le 13 septembre pour leurs 15 ans de carrière. On termine avec Satsuki et son album Luminous qui sort au format numérique en France. Pas moins de 11 pistes pour cet album qui est sorti en édition limitée au Japon. Je vous rappelle que Satsuki sera en concert à Paris Manga à travers son projet Moonstream. On commence les topics avec quelques concerts que je n'ai pas pu annoncer la semaine dernière. Tout d'abord, Sekai no Owari, le groupe de pop-rock qui monte en ce moment au Japon, s'ouvre à l'international et pour ce faire, il sera au Midem à Cannes. En fait, ils seront même un peu en dehors de l'événement, ils seront dans le Beep Pub le 27 janvier à 22h40 pour un showcase qui sera bien entendu gratuit. Ensuite, il y aura le groupe produit par Takada Akemi, la maman de Crémy Mami, qui sera à Paris Manga. Ce groupe s'appelle Sayura et le concept c'est qu'elle passe de persos en 3D à des êtres humains en chair et en os. Je pense que si elles nous font des vraies transformations sur scène, ça sera super de les voir en spectacle. Et enfin, il y aura Jolin Tsai. Oui, elle est taïwanaise. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle? Eh bien parce que je pense que tous les fans d'Ayumi la connaissent, car il y a presque 10 ans de cela, elle était accusée de plagiat sur Ayumi, qui était elle-même accusée de plagiat sur Madonna. Bref, quand j'ai appris ça, je suis allée voir ce qu'elle faisait et j'ai bien aimé et j'avais acheté plusieurs albums de cet artiste à l'époque. Elle sera aussi au Midem le 27 janvier et à Paris le 30 janvier pour la Taiwan Night au Trianon, et pour ce dernier j'aurais vraiment adoré y aller puisque j'ai quelques albums d'elle quand même, mais à 55 € minimum la place pour la voir avec d'autres artistes que je connais pas, c'est juste too much pour mes finances. Ça y est, Kyary Pamyu est adulte. Au Japon, la majorité c'est à 20 ans et tous les ans en janvier, le deuxième lundi du mois, c'est le Seiji no Hi, le jour des adultes. On fête le passage à l'âge adulte des personnes qui ont eu 20 ans dans l'année passée ou qui ne vont pas tarder. Donc le 14 janvier, Kyary Pamyu portait son beau furisode que vous voyez, c'est une sorte de kimono. Je vous rappelle qu'elle sera en concert le 10 février à la Cigale. Le groupe de hip-hop Funky Monkey Baby se sépare. Après 7 ans de carrière, 21 singles et 5 albums, les membres du groupe vont cesser leurs activités ensemble. C'est à l'apogée de leur carrière qu'ils s'arrêtent et pour les voir une dernière fois ensemble, ça sera le 1er et 2 juin pour leurs 2 jours consécutifs au Tokyo Dome. Et s'il n'y a qu'une seule chanson que vous devez connaître, c'est Loving Life, leur titre phare sorti en 2010. On termine sur une triste nouvelle. Kei, le chanteur du groupe Pay Money to My Pen, est mort il y a quelques semaines suite à une crise cardiaque. Il était à peine âgé de 31 ans et le prochain album du groupe contiendra des titres sur lesquels Kei avait chanté avant son décès. Vous pouvez aller sur le site officiel du groupe, des messages des membres ont été postés aussi bien en japonais qu'en anglais. Le tie-up de ce mois-ci, c'est le clip Soledewa Mata Shita de Asian Kung Fu Generation. C'est leur 18e single et comme vous pouvez vous en douter vu le nom de la rubrique, il y a un tie-up. C'est la chanson thème du film Naruto Road to Ninja, sorti le 28 juillet au Japon. Le single quant à lui est sorti le 25 juillet et contient 2 pistes. Si vous avez bonne mémoire, vous vous souviendrez que Hajiken avait déjà chanté pour l'anime Naruto avec la chanson Haruka Kanata. Souvenez-vous, cette chanson commence par quelques accords de basse. Eh bien, Soledewa Mata Shita commence également par de la basse, c'est une petite référence sympathique. On passe au pick-up spécial, comme je vous le disais, je vais vous parler d'un album, Painkiller de Moon. L'album est sorti en 4 éditions. Tout
d'abord la première qui est composée uniquement du CD. Il est bien rempli avec ses 12 pistes. Comme vous le voyez, il y a les chansons titres de leurs singles précédents comme Hanabi ou Dreamer Dreamer. Ensuite, l'édition CD plus 2 DVD, toujours le même CD, mais la piste 12 saute. Dans le premier DVD, vous avez un studio live de 11 chansons, et c'est vrai que Love is Everywhere est super en live. On imagine presque ce que ça pourrait donner avec du public. Dans le même DVD, vous avez 7 chansons live de 2009 à 2012, une manière de voir l'évolution de ce duo sur la scène. Dans le DVD 2, vous avez 3 clips dont Utsukushi Hito qui a été fait pour cet album. Ensuite, l'édition CD plus Blu-ray, eh bien c'est exactement la même, mais tout tient sur un seul et unique Blu-ray. Et enfin, la dernière édition CD plus de DVD a également le même contenu, mais la jaquette est différente et surtout celle-ci est uniquement réservée à leur fan club. Alors vous aussi vous allez craquer sur leurs belles chansons anti-douleur, comme Midori no Michi avec Oh Masaya et Chiba Yudai? En tout cas, pensez à les soutenir dans le J-Top. Oh my god. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, vous aurez Hikari Furu de Kalafina. Cette chanson, sortie en octobre 2012, est le thème principal du film d'animation Puella Magi Madoka Magica The Eternal Story. Le dernier clip en date de Boom Boom Satellites, c'est Another Perfect Day tiré de leur single du même nom sorti en juillet 2012. Encore un tie-up. C'est la chanson thème du film Starship Troopers Invasion lors de sa sortie au Japon. Préparez-vous à vous transformer avec les Sayura. Leur chanson Access Point entre en rotation et vous pourrez vous entraîner d'ici leur venue à Paris Manga. Ajikan avec un tie-up Naruto, cela fera-t-il remonter le groupe dans le haut du J-Top? On verra bien ce que vos votes décideront. Midori no Michi de Moon, le chemin vert. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai complètement craqué sur ce titre et la petite histoire en fond me fait presque verser une petite larme. C'est beau l'amour. Si vous rêviez de voir Daniel Radcliffe sur nos lives, votre rêve va se réaliser grâce à Mook et leur clip JJ, puisque c'est la chanson thème de la Dame Noire où notre ancien Harry Potter a le rôle principal. Allez, demain c'est vendredi soir et ça va être magique grâce à Miwa. Elle vous propose de vous éclater et de faire la fête bien, hein, et puis même de crier tant qu'on y est. Vous vous souvenez du duo Alkali qui se rendait dans un hypermarché? Et ben maintenant c'est Michi qui se rend dans cette même enseigne, mention spéciale aux enceintes qui la suivent et la quittent dès qu'elle enlève son casque. On n'oublie pas le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, il y aura un clip qui va vous rappeler les vacances de Noël, Kokodake no Hanashi de Chatmonchy. C'est le générique de l'anime Princess Jellyfish que vous avez tous regardé sur No Life fin décembre et début janvier, un animé sur les Fujoshi, sorti en DVD chez Kazé il y a quelques mois. Vous pourrez dorénavant entendre son opening sur la chaîne, mais soutiendrez-vous ce clip au J-Top? Quoi qu'il en soit, votez pour vos clips préférés, je vous fais des bisous à la semaine prochaine. Bye! Pour terminer avec les BD et les livres que j'ai beaucoup aimés dernièrement, il y a Geek Art qui est sorti. Alors vous voyez, il y a plein de possibles, c'est parce qu'il y a des tonnes de pages. Donc un cadreur s'est mis derrière la caméra, c'est monsieur Alex Pilot en personne. Et donc on va pouvoir zoomer un petit peu sur des superbes œuvres d'art. Voilà, faites par des geeks, pour des geeks. Là c'est en fait, c'est en période de Noël. Et donc le créateur a fait que tous les personnages ennemis se prennent dans les bras l'un de l'autre. Il y a très bonnes idées dans ce bouquin. Si vous avez... Alors attention, déjà le bouquin coûte un peu cher, mais vous allez tellement avoir envie d'avoir les affiches chez vous que vous allez sûrement dépenser plus d'argent. Voilà, Star Wars mélangé avec l'art japonais. Et c'est des tonnes d'idées de cadeaux pour Noël. Si vous connaissez des gens geeks, vous allez après sur internet, vous achetez des affiches, regardez ça. Superman, Iron Man, Daredevil, c'est génial. Hop, sinon, il y a, ah oui,
les affiches minimalistes. Donc c'est-à-dire que vous prenez un film et vous mettez tout à l'intérieur, donc Retour vers le futur. Attends, ça brille un petit peu. Retour vers le futur, vous avez tout, la DeLorean, le costume, l'horloge. Voilà. On continue. Ah, ça j'adore. Les personnages en zombie. Une tortue ninja zombie, c'est génial, quoi. Ça, j'aimerais bien avoir... Ah. Alors, un artiste aussi qui fait des photos. Et alors, cette photo est fabuleuse, non? Ça vous dit rien? Mario, un mec dans un nuage, l'haïku. Hop. Des affiches de films recréées pour l'occasion. L'affiche de Ghostbusters qui n'a jamais existé, mais qu'il a créée. Elle est juste trop bien. On a envie de redécorer ces toilettes, sans être méchant. Ah, ça va être trop petit, c'est bête, j'aime beaucoup ça. Tac, 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 tac. Et le jeu vidéo aussi n'est pas en reste, j'ai envie de dire, avec des affiches recréées pour l'événement, trop belles. Déjà qu'en plus, dans BioShock, je trouvais que c'était très beau et le gars, il a réussi à faire encore mieux. Et là, on finit avec un truc que j'ai adoré. Alors attention, en plus, il y a des fans de petits poneys. C'est une artiste qui prend des petits poneys en jouets et qui les transforme en objets geeks. Alors vous pouvez voir Spock, ici, la princesse Leia, ici, de Batman, ici. Il y en a d'autres. Edouard Romain d'Argent, Batman et Kill Bill. C'est trop bien. Voilà, vraiment un très très bon livre, un très beau cadeau et plein d'idées de cadeaux. Donc c'est bien. Et puis on regarde, je sais pas, parce que le cadreur est là. Donc il va falloir que Alex aille jusqu'à l'ordinateur, change le truc. Et je pense que c'est la critique du jeu Sith Bastard Deluxe. Heureusement qu'il était là. Depuis Braid et Super Meat Boy, de nombreux développeurs indépendants ont décidé de sortir leur propre jeu de plateforme 2D. Parmi eux se trouve Curve Studios, à l'origine de Stealth Bastard, un jeu flash mélangeant plateforme et infiltration. Suite à son succès, les développeurs ont décidé d'en sortir une version payante et largement enrichie il y a quelques mois, que nous critiquons aujourd'hui. Selon les développeurs, Stealth Bastard Deluxe est un jeu d'infiltration se jouant aussi rapidement qu'un Super Meat Boy, en opposition totale avec les Splinter Cell et Hitman. Le concept peut paraître contre nature, nous allons donc voir s'il fonctionne. À première vue, Stealth Bastard Deluxe ne s'encombre pas d'un scénario, pas d'histoire, pas de cinématique, rien. Il convient néanmoins de saluer la narration du jeu, semblable à celle de Splinter Cell Conviction. Les textes inscrits sur les murs vous indiquent quoi faire, mais se moquent également de vous. Stealth Bastard Deluxe se joue littéralement de son public, en lui avouant notamment sa déception suite à une mort prématurée ou en l'entraînant sur de fausses pistes. Ce côté tarte à la crème en pleine face n'est pas présent que dans la narration. On ne vous en dira pas plus pour ne pas vous gâcher la surprise, mais une fois le jeu terminé, vous risquez de rire aux éclats et de rager comme jamais. Rétablissons la vérité. Stealth Bastard Deluxe n'est pas un jeu de plateforme infiltration. Il faut certes ne pas se faire repérer par les ennemis, et votre degré de camouflage est constamment indiqué en bas de l'écran, mais la dimension infiltration est entièrement liée aux énigmes du titre. Stealth Bastard Deluxe est plus semblable à un jeu de plateforme réflexion à la Braid ou à la Limbo, en conservant tout de même la vitesse et les sensations d'un Super Meat Boy. Pour terminer un niveau, vous devrez hacker tous les terminaux avant de vous diriger vers la sortie. Au début du jeu, il suffit généralement de sauter au bon moment, de se tapir dans l'ombre ou d'activer un interrupteur. Mais plus on avance, plus les énigmes se corsent. Chaque monde, au nombre de 8, introduit un nouvel élément de level design, comme des ennemis volants, des capteurs de mouvement ou même des téléporteurs. La difficulté ne réside donc pas dans les phases de plateforme ou d'infiltration, mais dans les énigmes. Une fois que l'on sait quoi faire, le reste est presque enfantin. Si Stealth Bastard Deluxe est si bon, c'est indéniablement grâce à son level design proche de la perfection. À la manière d'un Super Meat Boy, aucun tutoriel ne vient interrompre l'action, car les niveaux sont conçus de manière à ce que le joueur découvre lui-même quoi faire. Plus généralement, chaque niveau est vraiment unique et possède un concept propre que le joueur devra exploiter pour le terminer.
Que ce soit avec l'utilisation de la physique pour se propulser de l'autre côté de la salle, ou des robots ennemis pour activer plusieurs interrupteurs successivement, le level design de Stealth Bastard Deluxe se renouvelle constamment. En comparaison, son gameplay est bien plus classique. On saute, on s'accroupit, on maintient une touche pour hacker un terminal, ce n'est pas vraiment transcendant, mais c'est suffisant pour mettre en valeur le level design du titre. Comptez 6 heures pour terminer la 60aine de niveaux de Stealth Bastard Deluxe. Dans l'absolu, ce n'est pas énorme, mais il faut garder à l'esprit que le jeu ne coûte que 9 € et que la rejouabilité est extrêmement conséquente. Après avoir fini une première fois un niveau, vous pourrez le recommencer avec de nouveaux costumes, impliquant de nouveaux pouvoirs comme le camouflage, la téléportation ou l'utilisation de clones. Les aficionados du 100% tenteront également d'obtenir les meilleurs temps et tous les objets cachés, deux objectifs loin d'être évidents. Notons également la présence d'un éditeur de niveau. Assez complet, il permet de mettre en ligne ses créations pour que chacun puisse y jouer. Pour l'instant, peu de créations valent vraiment le coup, mais cette situation est amenée à évoluer en fonction du succès du titre. Du point de vue graphique et technique, Stealth Bastard Deluxe est très correct. C'est mignon, fluide et surtout constamment lisible. En effet, les divers éléments graphiques, comme les éclairages, aident les joueurs à analyser les différentes situations. Encore un très bon point. Quant à la bande-son, elle est tout simplement excellente. Si vous aimez la chiptune bien lourde, vous l'adorerez. Vous l'aurez compris, Stealth Bastard Deluxe est un très bon jeu. Pour un peu moins de 10 €, on a droit à un mélange assez original entre plateforme, infiltration et puzzle. On peut néanmoins reprocher au titre son manque d'ambition. Le level design est parfait, certes, mais aucun élément n'est réellement nouveau. Ce n'est pas forcément grave, mais c'est dommage. Et surtout, Stealth Bastard Deluxe est un énième jeu de plateforme 2D. Les développeurs indépendants nous arrosent littéralement de titres du même genre, et à force, on risque l'overdose. Encore une fois, cela n'empêche pas d'apprécier le titre de Curve Studio à sa juste valeur. Voilà, ce 101% est terminé et je vous fais des bisous. À bientôt. Tu l'as déjà fait celle-là? Ah merde, j'avais déjà piqué à Benoît en plus. Allez, pas drôle, pas marrant, faut recommencer. Voilà, ce 101% est terminé et je vous dis au revoir sans idée. Ça, j'ai jamais fait. Tu pourras plus le refaire, hein. Ouais, voilà. Mais il faudrait que je dise que j'arrête ce truc parce que j'ai vraiment plus d'idées.